Bonjour, je suis le docteur Alexandre Emery, chiropraticien spécialisé dans les troubles de la motricité, de l'apprentissage et du comportement. Bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos que j'ai le plaisir de vous présenter pour libérer l'intelligence de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde fascinant du jeu externe. Je vais vous parler du développement moteur, de mouvement et d'alimentation. Et tout d'abord, commençons par le développement moteur. Il y a plusieurs étapes du développement. La première étape est l'étape amphibienne. C'est là lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman. Par la suite, après la naissance, l'enfant est sur le dos. Après, il va commencer à se tourner, à se mettre à plat ventre et gentiment à ramper. Et là, on entre dans l'étape reptilienne. Après, l'enfant va se mettre assis, il va aller à quatre pattes. Et là, c'est l'étape mammifère. Après, il va se mettre debout. On va entrer dans les primates. Et après, à la marche, c'est la partie de l'être humain. Et chaque étape stimule le cerveau d'une façon particulière. Il suffit qu'un enfant saute une étape ou la fasse bizarrement et tout l'édifice peut être biaisé. Les gens se sentent déconnectés de leur corps parce qu'ils n'ont jamais appris à ramper étant bébé. Le ramper est autant important que l'air, mais la plupart des gens rient à l'idée de devoir encore ramper parce qu'ils n'ont pas maîtrisé cette étape. Le manque de ramper conduit à des problèmes émotionnels et organisationnels qui ne deviennent que plus intenses à mesure que l'on vieillit. Le ramper est la fondation de l'intelligence, on ne peut pas y échapper. Si vous avez rampé étant jeune, eh bien tant mieux pour vous, mais si vous n'avez pas rampé, je ne peux que vous encourager à ramper, ramper et ramper encore. Vous verrez qu'au niveau émotionnel, vous arriverez à avoir un meilleur équilibre, moins de sautes d'humeur, et être beaucoup plus centré. Le deuxième point qu'on va développer, ce sont les réflexes primitifs. Les réflexes primitifs apparaissent dans l'utérus et sont inhibés par le cerveau en 6 à 12 mois. Ils assistent l'enfant lors de l'accouchement et lui permettent de survivre lors des premières semaines avant que les connexions neuronales ne se fassent. Bon, il y a trois réflexes primitifs dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, sont le réflexe labyrinthique tonique, le réflexe asymétrique du cou et le réflexe symétrique du cou. Par la suite aussi, plus tard, lorsque l'enfant est debout, il va développer les réflexes posturaux jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Le réflexe labyrinthique tonique du cou, c'est un réflexe où lorsque on bouge la tête de l'enfant, imaginez qu'on fléchit la tête vers l'avant, eh bien les bras vont se fléchir et les jambes vont se fléchir aussi. Et lorsqu'on amène la tête vers l'arrière, les bras vont se tendre et les jambes vont se tendre aussi. Les symptômes d'un enfant qui aurait toujours ce réflexe en lui, donc il ne l'aurait pas inhibé comme l'évolution l'aurait voulu, eh bien les symptômes sont un mauvais équilibre, une mauvaise posture. Ce sont des enfants qui peuvent aussi marcher sur la pointe des pieds après 3 ans et demi, qui ont des problèmes dans le contrôle du mouvement des yeux et qui peuvent aussi peiner à soulever la tête lorsqu'ils sont sur le dos. On voit ici des enfants sur ces deux images qui ont toujours un réflexe labyrinthique tonique du cou activé et ce sont des enfants qui ont des postures un petit peu particulières lorsqu'ils sont assis à un bureau. Le deuxième réflexe est le réflexe asymétrique tonique du cou ou le réflexe de l'escrimeur. C'est un réflexe où lorsqu'on tourne la tête d'un côté du bébé, eh bien les bras et le bras et la jambe du côté où la tête est tournée vont se tendre et le bras et la jambe de l'autre côté vont se plier. Quand on tourne la tête de l'autre côté, eh bien ça change de côté. Les symptômes d'un enfant qui aurait toujours gardé ce réflexe en lui, eh bien, ce sont des difficultés à croiser la ligne médiane du corps si la tête est tournée sur le côté. Et ça va affecter les mouvements croisés, le ramper à plat ventre et l'établissement de la latéralité. La latéralité qui est extrêmement importante dans l'apprentissage. On aura aussi des mouvements des yeux qui ne sont pas indépendants de la tête, donc des problèmes avec la poursuite visuelle qui est vraiment nécessaire pour lire et pour écrire. Ce sont des enfants qui ont des difficultés à écrire et qui se tiennent la tête avec la main. Le troisième réflexe qu'on va regarder, c'est le réflexe symétrique tonique du cou. Là, c'est un réflexe qui intervient un petit peu plus tard, vers les 6 mois, lorsque l'enfant commence à se redresser, lorsqu'il penche la tête en avant, les bras se plient et les jambes se tendent. Et lorsqu'il penche la tête en arrière, les bras se tendent et les jambes se plient. Il y a une dissociation entre le haut et le bas du corps qui est nécessaire pour aller plus loin. Lorsque les enfants ont encore ce réflexe symétrique tonique du cou qui est activé, eh bien ce sont des enfants qui ne mangent pas proprement parce qu'ils ont un manque de coordination œil-main
Ils ont des difficultés à apprendre à nager, des difficultés à faire des roulades en avant. Ils peuvent s'asseoir d'une manière négligente, ils ont de la peine à rester tranquilles. Des difficultés aussi à copier quelque chose qui est au tableau, sur une feuille, et des difficultés à terminer des travaux écrits. Voilà aussi les positions que ces enfants peuvent avoir lorsqu'ils sont assis à un bureau. Le troisième point qu'on va regarder, c'est la motricité. Nous ne bougeons pas parce que nous pensons, mais nous pensons parce que nous bougeons. C'est une belle pensée en mouvement de Rodolfo Lignas. Le mouvement a permis l'émergence de la pensée et donc à l'esprit de se développer. L'intelligence du corps ou l'intelligence motrice est la première intelligence à s'établir et elle permet aux autres d'émerger avec beaucoup plus d'assurance. Et ici on peut voir une école à la Côte-aux-Fées dans le canton de Neuchâtel qui a introduit le mouvement dans ses classes. Et après plus d'une année d'expérience là-dedans, ils peuvent déjà affirmer que les enfants apprennent beaucoup mieux en bougeant. On peut voir que ce sont vraiment des classes dynamiques où là on n'hésite pas à faire bouger les enfants pour apprendre des leçons. La myélinisation est entre autres favorisée par une pratique régulière et variée du mouvement. Le point suivant est l'école du mouvement que nous avons au cabinet. Et c'est un programme d'intégration neurosensorielle qui est développé au cabinet et qui permet de stimuler le cerveau par des exercices de régression et des exercices de stimulation sensorielle. Et je n'ose même pas vous dire les progrès qu'on a vus chez ces enfants dans le programme. Le but est simple, à chaque fois qu'un enfant fait un exercice, il doit le faire un peu mieux que la fois passée. Sans plus, aucune pression. Et à force de petites améliorations constantes, le résultat à la fin est spectaculaire. Et à mesure que les enfants progressent dans les exercices, leur système nerveux se développe et les problèmes d'apprentissage ou de comportement diminuent. Et c'est ce qu'ont démontré deux études. La première qui a été faite à Sydney, avec un programme d'exercice à des enfants de QI au-dessus de la moyenne, mais qui avaient des problèmes de langage. Ces enfants-là ont reçu ou ont pu faire les exercices que nous présentons ici au cabinet, et le résultat a été stupéfiant. Il y a une amélioration significative en écriture, en organisation spatiale, en posture, en équilibre, en coordination et en attention. Une autre étude, parue dans le Lancet en 2000, fait état d'enfants ayant des difficultés à lire. Ils ont été séparés en deux groupes. Le premier a suivi des cours d'appui en lecture et le deuxième a pratiqué des exercices de coordination. Eh bien, figurez-vous qu'après 3 mois, le groupe qui a fait des exercices a eu une plus grande amélioration en lecture que ceux qui ont suivi des cours d'appui. C'est incroyable ça quand même. Il y a aussi une autre façon de faire en attendant que l'enfant arrive à vraiment amener son système nerveux à maturité, c'est de contourner les effets des réflexes primitifs. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, il suffit de permettre à l'enfant de bouger, de choisir sa position, que ce soit debout à table, assis sur une jambe ou en changeant de position fréquemment. Vous pouvez aussi limiter le temps des devoirs à 10-15 minutes, faire une partie de 10 minutes un devoir, après 10 minutes une leçon et 10 minutes du jeu. Et on revient 10 minutes un devoir, 10 minutes la leçon, 10 minutes de jeu, etc. Et les enfants sont beaucoup plus concentrés durant ces 10 minutes et puis après on passe à autre chose. Et bien sûr, soyez aussi plaisant ou plaisante et patiente que possible avec ces enfants-là en attendant que leur système arrive à maturité. Le dernier point qu'on va développer ici, c'est l'alimentation. Certains aliments peuvent avoir un effet néfaste sur le système nerveux de l'enfant. Je prends par exemple ici la caséine, le gluten, le sucre, l'aspartame, les édulcorants et les agents conservateurs. Les deux grosses molécules qui posent le plus de problèmes étant la caséine et le gluten. Ces molécules agissent un petit peu comme une drogue. Et les enfants qui sont sensibles à ces molécules, eh bien, ils vont avoir les symptômes suivants. Ils vont manquer de contact avec les yeux, ils vont être dans leur monde, ils vont avoir des problèmes de vue, ils peuvent aussi avoir des auto-stimulations, frapper dans les mains ou faire des petits bruits avec la bouche. Ils auront des comportements bizarres, un seuil de douleur étonnamment élevé. Ce sont des enfants aussi qui ne voient pas le danger, mais qui se calment très facilement s'ils mangent quelque chose qui contient du gluten ou de la caséine, comme des biscuits, du pain ou du lait. Ils ont aussi d'autres symptômes qui peuvent être l'hyperactivité, des problèmes pour dormir, des cris ou des pleurs sans raison apparente, une soif excessive. Ils peuvent avoir aussi terriblement envie de quelque chose ou vraiment détester quelque chose d'autre. Peut-être chaud et transpiré, surtout la nuit. Et
ils ont eu des productions de cérumen excessives, des diarrhées, de la constipation et le ventre ballonné. J'ai eu des enfants qui étaient tellement dans leur alimentation, hein, dans leur drogue d'alimentation, qu'ils mangeaient presque plus que ça. Ils prenaient des pizzas mais ils mangeaient que la pâte, ou ils mangeaient que du pain, ou que des pâtes en général. Mais pas de légumes, pas de fruits, rien du tout, que des yogourts et des pâtes. Ce sont des enfants qui ont vu exactement ce qui leur faisait du bien et qui ont simplement continué à manger ça parce qu'ils en avaient besoin. J'ai vu des changements énormes en adaptant le régime de certains enfants. Il y a un enfant qui a perdu du poids tout en s'étant fortement calmé. Un autre a vu ses troubles autistiques bien diminuer. Il a commencé à regarder les gens dans les yeux, à communiquer avec le monde extérieur. Je n'ai vraiment aucun doute que l'alimentation a un effet incroyable sur le comportement et l'apprentissage. Ces symptômes sont causés en grande partie par une mauvaise métabolisation de la caséine et du gluten. Ce sont des bactéries dans l'intestin qui combinent ces protéines à des molécules de morphine qui, lorsqu'elles sont absorbées, vont avoir un effet néfaste sur le fonctionnement du système nerveux et le comportement de l'enfant. Ces enfants démontrent alors certains traits d'un comportement addictif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Utilisez les commentaires plus bas pour me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo avec vos amis et qui sait, vous contribuerez peut-être à aider un enfant ou une famille qui, sans vous, n'aurait pas eu accès à cette information. Merci beaucoup.